Et voilà, l'épisode 3 des lives sur Twitch au sujet de Histoire naturelle de Pline. Cette fois-ci, j'étais bien réveillé, mais il y a eu quelques problèmes techniques qui paraîtront pas trop sur la version YouTube. Dieu merci. Malheureusement, le son est pas très bon dans l'intro, mais heureusement, ça se place. Et c'est grâce à Copain Alain qui l'a spécifié sur le live. Et oui, Copain Alain, ce populaire podcasteur du podcast de l'au-delà, on le remercie bien. Sinon, éventuellement, il va y avoir un nouveau rendez-vous Twitch. Et dans celui-ci, je jouerai à un jeu vidéo. Et d'ailleurs, je vous invite à aller sur mon YouTube dans Communauté pour aller voter pour un des 4 jeux. Et puis là, vous allez voir, j'ai fouillé pour trouver des vraies perles. Bref, je garde bon courage que dans le prochain épisode, il n'y aura pas de problème technique. Bon épisode! Bonjour. Tout semble fonctionner. Troisième épisode, on continue le livre 1. Mais avant toute chose, petite précision, un petit retour sur la préface d'ailleurs. J'avais parlé que la préface était à l'intention de Titus, qui était l'empereur à ce moment-là. Et après une relecture, Titus n'était pas encore empereur. Et dans la préface, Pline l'appelle le gracieux empereur. Et puis, c'est un petit nom qu'il donne, mais dans les faits, son père était toujours en vie. C'était Vespasien. Et puis, dans le fond, la préface est pour son fils, le prince héritier, qui va être en fait empereur 2 ans plus tard. Parce que là, dans le fond, Histoire naturelle est publiée en 77 et puis Vespasien va mourir le 23 juin 79. Puis pour expliquer, en fait, c'est que Vespasien était quand même qui était l'empereur présent, était un bon ami de Pline. Et Titus également, malgré leur différence d'âge, il y avait 15 ans de différence. Et puis, on ne connaît pas exactement à quoi consistaient, disons, les tâches professionnelles de Pline, mais on sait que, par des correspondances, que chaque matin, habituellement, très tôt, il s'entretenait avec Titus, bref, de façon quotidienne. Sans que ce soit clair exactement pourquoi, mais probablement que c'était comme conseiller, peut-être. Je ne pourrais pas dire précisément. Mais donc, lui et Titus étaient de très bons amis. Et donc, c'est pour ça que la préface lui est dédiée. Et puis, Titus, en fait, quand il va régner, ça, je pense que j'en ai parlé vaguement, mais il était, disons-le, pas le plus le meilleur des empereurs, mais il s'est vraiment révélé dans les incidents qui est arrivé, justement, le Vésuve et puis plein de pandémies et tout ça, et il s'est révélé être un pas pire empereur dans l'adversité. C'était cela pour bonjour copain Alain. Ah, il y a un écho dans ma voix. Attendez une minute, on va essayer d'arranger ça. Ah, je pense que je sais pourquoi. Est-ce que c'est mieux maintenant? Ah, parfait. Il y avait 2 micros qui fonctionnaient en même temps. C'est sur la raison du problème. La faute à Titus. Donc, bref, Titus était un compagnon de camp de Pline. Et puis, dans le fond, Pline était un officier à la cavalerie. Bref, c'est cela pour ce qui est de la petite précision au niveau de la préface. On peut en retourner au livre 2. Hein. On avait arrêté pas mal avec les comètes et on va reprendre là avec des éléments que j'avais omis à propos des comètes. Un élément, en fait, qui était intéressant, c'est un tout petit extrait, en fait, dans le livre, et je le lis. Il y a des auteurs qui pensent que les comètes sont des astres durables qui ont leur propre orbite. Puis la chose, c'est intéressant, ça, parce que à l'époque,
c'était pas quelque chose qui était une pensée très courante. Parce que, justement, comme on en a parlé dans l'autre épisode, quand on parlait d'Aristote, ce propos-là est un peu contre les idées d'Aristote, parce que, justement, les comètes et les météorites sont dans la sphère de feu, et si, justement, les comètes auraient leur propre orbite, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans la sphère de feu, et plus loin, donc, et que c'est un astre à part entière, comme une planète. Donc, à cette époque-là, il y avait déjà une pensée au niveau qui remettait en doute le questionnement sur les comètes. Bref, c'était très intéressant, mais finalement, tout ça aurait nécessité, de revoir l'astronomie, et ça va prendre un peu plus de temps avant que ça soit fait, et ça va attendre la Renaissance. Mais c'est le seul, c'est le seul écrit qui nous informe que même à cette époque-là, certaines personnes doutaient des notions d'Aristote. Un autre extrait qui était, je trouve, intéressant, c'est celui-ci que je vais faire jouer. Disons, les longs extraits provenant du texte, je les ai préenregistrés. Comme ça, c'est plus agréable, je pense, à l'écoute, parce que je m'enfarge moins dans mes mots. Donc, Rome est le seul lieu de l'univers qui ait élevé un temple à une comète, celle que le dieu Auguste jugea de si bon augure pour lui. Elle apparut lors du début de sa fortune, pendant les jeux qu'il célébrait en l'honneur de Vénus Génitrix. Peu de temps après la mort de son père César, dans le collège institué pour cela par ce dernier, il exprima en ces termes la joie qu'elle lui causait. Pendant la célébration de mes jeux, on aperçut durant 7 jours une comète dans la région du ciel qui est au septentrion. Elle commençait à paraître vers la 11e heure, 5 heures du soir. Elle eut beaucoup d'éclat et fut visible de toutes les parties de la Terre. Suivant l'opinion générale, cet astre annonçait que l'âme de César avait été reçue au nombre des divinités éternelles. C'est à ce titre qu'une comète fut ajoutée à sa statue, que peu de temps après, nous consacrâmes dans le forum. Donc, oui, Plint ici laisse penser que c'est le premier temple qui a été dédié à une comète. Mais en fait, c'est quand même un temple qui est dédié à César. Puis ils ont ajouté la comète à main sur la statue. J'aurais plus tendance à dire que c'est un temple en l'honneur de César. Et puis, ils ont ajouté une comète, bref. Mais c'est quand même intéressant. Et ce temple existe toujours. Il est, on ne se le cachera pas, quand même assez en ruine. Mais il existe toujours. J'ai des petites... Le voilà, si vous regardez sur l'image. Il n'en reste pas grand-chose. Par contre, on a une idée de sa forme de l'époque grâce justement à des anciennes monnaies romaines où le temple était sur la monnaie. Donc, puis ça nous a permis de savoir à quoi ressemblait la façade. Et puis, pour ce qui en est de la comète en tant que telle, j'ai regardé un peu parce que ça m'a rendu quand même curieux de savoir de quelle comète il s'agissait. Et puis, on ne sait pas exactement. Et il y a même certaines personnes qui remettent en doute l'existence de la dite comète. Mais sinon, il serait possible que ce soit la C1819NI ou la C1821B1 ou la C1851L1. Ce qui est quand même... ça a très peu de poésie dans le choix de son nom. Mais en général, on pense plutôt qu'elle s'est désintégrée et qu'elle n'existe plus maintenant. Ce qui est bien dommage. Sinon, c'est ce qui je pense qu'on a fait le tour de qu'est-ce qui... autour des comètes, il y a beaucoup de faits intéressants et surtout des événements avec des comètes qui sont reliés à des événements historiques qui sont quand même assez durs à mettre des dates dessus. Après petite recherche, il y a beaucoup de moments historiques que soit on ne sait pas trop de quoi il s'agit ou il n'y a pas de date très claire. Mais bref, c'est quand même intéressant. Et puis,
Il en suit après, comment je pourrais dire, des événements mystérieux de toutes sortes, dont la plupart sont reliés justement à je pourrais dire, des événements spatials, entre autres, justement, des météorites qui se sont écrasées, ou probablement ce qui pourrait être des aurores boréales ou d'autres événements difficiles à expliquer, je ne sais pas trop, dont certains où on ne sait absolument pas de quoi Pline te parle. J'ai un extrait ici d'une anecdote dans un des dans un des événements. Plint il va d'une anecdote personnelle, donc c'est vraiment quelque chose que lui-même a vécu. Attendez un instant. Il se montre des étoiles dans la mer et sur la terre. J'ai vu, la nuit, pendant les factions des sentinelles devant les retranchements, briller à la pointe des javelots des lueurs à la forme étoilée. Les étoiles se posent sur les antennes et sur d'autres parties du vaisseau, avec une espèce de son vocal, comme des oiseaux allant de place en place. Cette espèce d'étoile est dangereuse quand il n'en vient qu'une seule, à cause de la submersion du bâtiment, et si elle tombe dans la partie inférieure de la carène, elle y met le feu. Mais s'il en vient deux, l'augure est favorable. Elle annonce une heureuse navigation. On prétend même que survenant, elle met en fuite Hélène. C'est le nom de cette étoile funeste et menaçante. Aussi, attribue-t-on cette apparition divine à Castor et à Pollux. Évidemment, Pollux. Bref, c'est quand même assez intéressant comme élément. Puis à un moment donné, il parle justement que les étoiles se posent sur les antennes. Puis pour si certains l'ignorent, moi je l'ignorais, sur les voiles latines, l'antenne, c'est l'espèce de bâton en angle sur laquelle est accrochée la voile. Là, de quoi parle exactement Pline? C'est mystérieux et certains pensent que ce serait de l'énergie statique qui se forme, qui s'accumule sur les bateaux et qui vont justement créer des étincelles ou une espèce de lueur la nuit sur le haut des voiles. Ce qui est possible. Mais bref, c'est quand même intéressant. Puis, un peu plus loin, il nous parle que ça met en fuite Hélène, c'est le nom de cette étoile funeste et menaçante. Ça semble faire référence à la mythologie grecque et ça serait Hélène, qui était une très belle femme et qui était justement la sœur de Castor et Pollux. Donc ça fait un lien. Mais je trouvais que c'était quand même un peu obscur de mélanger une anecdote de vie courante à la mythologie grecque. Mais élément intéressant, justement, parce que c'est une de ces interventions qui fait ou qui va d'une anecdote personnelle. Donc, quand on passe après tout ce qui est en rapport avec les comètes, les météorites et tout ça, et puis souvent, justement, la différence entre une comète et une météorite est assez vague dans le livre. Et il y a certaines notions, justement, qui n'étaient pas claires, je crois, à l'époque. Donc, après ce qui est du sujet des comètes, Pline entame le sujet des vents, l'étude des vents, puis ce qui est intéressant aussi, parce qu'on reste dans les astres, c'est qu'il laisse penser justement que les astres ont une grosse influence sur le vent. Mais lui, ce qu'il laisse penser, c'est que c'est les astres quand même assez lointains, donc pas le Soleil ni la Lune, qui auraient plus de potentiel d'avoir des effets sur le vent. Plus le Soleil que la Lune, d'ailleurs. J'avais justement un extrait que je trouvais très intéressant au sujet du vent. Et c'est pas tant le vent lui-même qu'encore une anecdote de Pline sur, comment je pourrais dire, l'avancée scientifique en temps de guerre. Et justement, il parle que en temps de paix,
Les gens n'ont pas tendance c'est encore l'amertume de Pline. Les gens en temps de paix pas font pas l'effort de chercher ils ont perdu l'intérêt pour la recherche scientifique, mais je vais mettre l'extrait, ça va être plus clair. Plus de 20 anciens auteurs grecs ont recueilli des informations sur le sujet. Mon étonnement est extrême quand je vois que dans le monde, en proie à la division et partagé en royaumes comme autant de membres, un aussi grand nombre d'hommes s'est livré à la recherche de choses si difficiles à trouver, et cela sans être empêché par les guerres, par les hospitalités infidèles, par les pirates ennemis de tous, et cela avec un tel succès que pour des lieux où ils ne sont jamais allés, on en apprend plus sur certains points, à l'aide de leurs livres, que par toutes les connaissances des habitants. De nos jours, au contraire, au sein d'un pays qui fête l'univers, sous un prince qui se plaît tant à voir prospérer les choses et les arts, non seulement on n'ajoute rien aux découvertes déjà faites, mais encore, on ne se tient même pas au niveau des connaissances des anciens. Puis ça, c'est dommage, ancien ciboire. Donc, bref, encore un extrait où Plint est un peu amer. Ben, amer ou plutôt... je sais pas trop comment le dire, mais il trouve qu'ils sont un peuple en décadence. Je sais pas trop comment le dire, mais bref, ou que c'est pas si c'est l'intérêt qui est plus là ou c'est les mœurs de l'époque. Mais bref, tout ça pour dire que il y a l'impression que justement, en temps de guerre, le développement de la science n'arrêtait pas et on le faisait de bon cœur sans le faire pour l'appât du gain. Sinon, j'avais parlé que j'allais aborder certaines éditions existantes de Histoire naturelle et c'est ce que je vais faire à l'instant avec justement une compilation d'histoire naturelle qui a été faite chez Folio. Et ça ressemble à ceci. Et c'est quand même une édition intéressante. C'est à peu près un huitième d'histoire naturelle. Et ce qui a été fait ici, c'est que certaines portions ont été enlevées et ils ont gardé ce qui était le plus intéressant. Donc, surtout au niveau où Pline, dans certains livres où justement il parle des remèdes et tout ça, c'est très redondant. Donc, de retirer la redondance et de garder vraiment quelque chose qui donne une idée générale d'histoire naturelle sans mettre le texte dans son ensemble. C'est sûr que si vous êtes intéressé par la lecture complète, c'est pas ça, mais c'est quand même intéressant et c'est abordable quand même. Et c'est à peu près 500 pages avec une préface et c'est ça, une préface et après, c'est ce qui est intéressant et qui est bien aussi, c'est que les extraits sont là et ils sont classés par les chapitres comme du livre. Donc, on le voit quand ils font une coupure. On peut passer justement du chapitre 5 au chapitre 10. Et de cette façon-là, on peut facilement comprendre où sont les bouts qui ont été enlevés. Et sinon, il y a d'autres versions qui existent. Il y a la version de... Attendez un instant. Son nom m'échappe, hein, c'est bête. De Monsieur Littré. J'ai juste oublié son prénom. Mais bref, cette version-là date quand même des années 1800, donc assez difficile à trouver. Il existe une version plus récente qui a été faite dans son ensemble, mais malheureusement, je vérifie, après consultation, c'est à peu près une cinquantaine de dollars par livre, ce qui est, à mon avis, inacceptable pour quelque chose qui est du domaine public. Donc, sinon, bien entendu, il y a des versions numériques. Il y a une, justement, pour ceux qui ont des tablettes comme celle-ci, les Kindle
de Amazon, ben là, vous pouvez mettre la main sur une version à peu près 1,99$, ce qui est bien. Mais si vous aimez avoir quelque chose de physique entre les mains, des bons vieux livres, c'est beaucoup plus cher. La semaine prochaine, on est encore dans le livre 1, mais je pense qu'on va le terminer. Donc, prochain épisode, on conclut le livre 1 et je parle peut-être brièvement du livre 2. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer ou à manquer et à écouter plus tard.